Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous intéresserons à l'investissement dans le vin avec une question bien particulière. La météo a-t-elle un impact sur la cote des vins? Une question que nous nous poserons alors que nous avons suivi récemment sur les dernières années le sujet des gels dans les vignobles et dans les vignes qui peuvent remettre en cause une certaine partie des récoltes. Est-ce que cela a un impact sur la cote des vins? Nous en profiterons également pour faire un point plus global sur les vins d'investissement. Nous aurons le plaisir d'être dans un instant en duplex avec Daniel Immacolato, le directeur général de Cavissima. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine, où cette fois-ci nous traiterons d'investissement immobilier. Nous nous demanderons quel est l'avenir de l'investissement immobilier, quel avenir se dessine pour cet investissement immobilier, alors que l'on assiste à une remontée des taux de crédit immobilier, que le sujet du DPE, de la rénovation des passoires énergétiques est toujours sur la table, alors qu'on constate également une hausse de la taxe foncière dans certaines villes de France et que l'on voit certains marchés immobiliers locaux, notamment à Paris, enregistrer une baisse notamment au niveau des prix au sein des transactions. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant Lionel Ducrozan, chargé de développement immobilier chez Eternam qui est une filiale de Cyrus Conseil. Et nous aurons le plaisir de recevoir également Maël Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement passion, plaisir ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons faire un focus aujourd'hui sur l'investissement dans le vin. Alors, nous allons même choisir un angle très précis en ce qui concerne l'investissement dans le vin. Nous allons nous demander si la météo a un impact sur la cote des vins. Pourquoi cette question? Tout simplement parce que depuis plusieurs années, nous assistons au sujet du gel dans les vignes ou dans les vignobles. On voit des vignerons qui se posent la question de savoir si cela va avoir un impact, un petit ou un impact conséquent sur leur récolte. Est-ce que cela a également un impact sur les vins d'investissement? C'est une question que nous allons poser à Daniel Immacolato, directeur général de Cavissima, qui est en duplex avec nous. Bonjour Daniel Immacolato. Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu le contexte autour du vin d'investissement en ce milieu d'année 2022. Et alors, en 2022, Daniel Immacolato, on a revu venir ce sujet du gel dans les vignes, donc des vignerons qui font face à des pieds de vigne qui gèlent et qui doivent tenter du coup de réchauffer l'environnement pour faire en sorte de ne pas perdre l'intégralité de leur récolte. On avait déjà vu ce sujet l'année dernière. Quand on regarde l'investissement dans les bouteilles de vin, dans les caisses de vin, d'un point de vue investisseur, mais bon, on achète du vin concret. Est-ce que cela peut avoir un impact sur la cote des vins à la hausse ou à la baisse, Daniel Immacolato? Et oui, tout à fait. Alors, en fait, il faut avoir en tête plusieurs choses. D'une part, alors, quand on parle de vin d'investissement, on parle d'une catégorie très limitée de vins, hein. Donc, effectivement, quand vous parliez du gel, ça affecte l'ensemble des vignerons et ça affecte les vins destinés à la consommation. Tous les vins sont destinés à la consommation in fine, évidemment. Mais quand on parle d'investissement, on parle d'une toute petite catégorie de vins. Et en fait, les valeurs d'investissement, le prix de ces vins va être déterminé par plusieurs facteurs. Et effectivement, il y a la demande avec certains vignobles et certaines parcelles qui sont extrêmement demandées. Donc, il y a effectivement une pression en termes de demande, mais il y a une question d'offre. Effectivement, quand vous avez un gel sur un vignoble, ça a été le cas, par exemple, vous le savez, sur plusieurs vignobles l'année dernière, en 2021, singulièrement en Bourgogne par exemple, où on a eu une récolte in fine de presque la moitié d'une année normale, je dirais, hein, si on se compare ne serait-ce qu'à 2020. Donc effectivement, ça a un effet parce que l'offre est bien moindre sur ces vins-là, et donc là, voilà, donc là, il y a une pression forte, et il n'y a pas du vin pour tout le monde. Donc ça joue effectivement sur les prix. Alors, effectivement, il y a cet aspect d'offre, puis après, il y a l'aspect qualité. Donc,
Alors déjà avoir sur du l'aspect gel, offre, ça Daniel Immacolato, ça veut dire que ça vient créer un effet rareté supplémentaire sur certains types de vins, comme il y a moins d'offres et toujours autant de demandes. Déjà ce sujet, du gel et de la météo, en fait, a plus un impact sur l'offre que sur la demande, c'est ce qu'il faut bien comprendre? oui, alors en fait, c'est un poil plus complexe que ça. C'est-à-dire que, quand vous avez effectivement ça sur l'offre et sur la rareté, comme vous le disiez à l'instant, et en même temps, ça peut jouer sur, les millésimes qui entourent le millésime qui est touché, vous savez, par le gel. Je prends l'exemple du millésime 2020. Pour rester sur la Bourgogne, par exemple, hein, un millésime qui était très qualitatif et plutôt en volume intéressant. Et le fait qu'on ait une année l'année qui va suivre, hein, donc 2021, avec des volumes beaucoup plus restreints, vous avez des acteurs qui vont prendre des positions plus fortes sur le millésime 2020 pour s'assurer des volumes, parce qu'ils savent que ça va être beaucoup plus difficile d'avoir du 2021 derrière, vous voyez. D'accord. Donc ça peut avoir un effet, y compris sur les millésimes qui entourent le millésime qui est touché. D'accord et donc, avec une hausse de la cote sur l'année en question du coup du fait de l'effet rareté, mais aussi sur les années précédentes pour s'assurer d'avoir un volume suffisant? Exactement, exactement. Donc oui, il y a un effet rareté qui se lisse sur plusieurs millésimes. Donc c'est pour ça il y a l'aspect qualitatif du millésime en question qui est très important, hein. Donc là, il y a les phénomènes météorologiques, il y a pas uniquement le gel, malheureusement, il peut y avoir aussi d'autres effets, mais à qualité égale, je dirais effectivement l'effet rareté pousse les prix vers le haut, que ce soit sur le millésime d'avant, voire sur le millésime d'après, parce que vous voyez, tout le monde essaye d'accéder à certains vins. Alors j'ai parlé de la Bourgogne, parce qu'on a eu une accélération des prix sur la Bourgogne sur les dernières années. Mais c'est vrai aussi à Bordeaux, évidemment. Quand on a un millésime, pour peu qu'il soit qualitatif, qu'il soit au même niveau, effectivement, s'il y a moins de volume disponible, il y a une pression sur les prix. C'est assez classique. Alors, donc ça, effectivement, c'est un mécanisme connu, l'effet de rareté, notamment dans l'investissement. Vous nous parliez de qualité des vins. Est-ce que ça veut dire que une météo moins clémente va créer un vin moins qualitatif et que ça va mécaniquement jouer sur la demande alors qu'on parle de vin d'investissement et pas de vin de consommation? Alors, le gel ne va pas forcément avoir un effet sur la qualité. C'est vraiment, alors c'est beaucoup, ce qui va jouer sur la qualité de millésime, c'est énormément de facteurs, hein. Et le gel, ça dépend vraiment comment il a touché, à quel moment. Vous savez, il y a des vignes qui sont pas du tout touchées, qui vont avoir un niveau qualitatif très très élevé. J'ai mentionné tout à l'heure le gel sur le millésime 2021 en Bourgogne. On n'a pas encore pu déguster tout l'ensemble des vins, mais Bien sûr. sur les premières dégustations qui sont faites très en amont, c'est un millésime très qualitatif qui arrive. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément de corrélation. Alors là même que Après, l'année a il y a été très d'autres compliquée, facteurs. justement en matière de récolte. Exactement, exactement. Vous pouvez avoir un effet volume, mais pas forcément un effet qualité négatif en tout cas, hein. Donc c'est pas forcément corrélé. Et ça dépend vraiment du millésime, si ça crée de l'hétérogénéité. Voilà, ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc après, il faut faire confiance aux vignerons et qui mettent tous les moyens pour que le vin soit à la hauteur espérée, on dirait. Alors justement, si on reste sur cette année 2021 qui va être un bon exemple, vous nous dites que donc du coup on s'attend à une année assez qualitative. Quand on regarde cela sous le prisme de la météo, on se rend bien compte que la météo n'est pas uniforme sur tout le territoire français. Quand on parle d'une bonne année 2021, est-ce que ça vaut autant pour les Bourgognes que pour les Bordeaux ou d'autres vins d'investissement sur le sol français? Alors, encore une fois, c'est un peu tôt pour le millésime 2021 parce il est tout juste en train de faire sa vie d'élevage, vous savez, Bien en sûr. barrique, donc c'est un petit peu tôt. Alors, il y a les primeurs bordelais qui vont être mis sur le marché sur le mois de mai et juin. Donc, il y a eu déjà des premières dégustations sur ce millésime-là. C'est pas un millésime exceptionnel. Alors, pour Bordeaux, c'est un cas particulier, c'est qu'on 21 suit trois millésimes assez exceptionnels, donc 18, 19, 20, qui étaient extrêmement qualitatifs. Et le millésime de 21 a été touché un petit peu par le gel à Bordeaux, mais aussi par d'autres facteurs climatologiques qui ont, avec voilà, une maturité tardive pour certains, et de la pluie à certains moments. On a eu je dirais des conditions météo qui ont été pas simples à gérer, et certains sur le millésime 2021 vont s'en sortir très très bien avec des vins très qualitatifs et d'autres moins bien, Et alors justement, qui ont été touchés par des maladies, etc. Donc vous avez des tas de configurations
qui font que vous avez un millésime 2021 suivant 3 millésimes exceptionnels à Bordeaux, qui va être un peu plus hétérogène, on va dire. Mais alors justement, ma Avec question, des... pour bien clarifier les choses, pour ceux qui connaîtraient mal ou de loin cet investissement dans le vin, est-ce qu'on peut avoir une année exceptionnelle 2021, même si on est dans la théorie pour l'instant au vu de la connaissance qu'on a de cette année-là? Est-ce qu'on peut avoir une année exceptionnelle d'une partie de la France et une année moyenne dans l'autre partie de la France? Est-ce que par exemple, on peut avoir une année en Bourgogne exceptionnelle et une année Bordeaux moyenne? Oui, tout à fait, ça peut arriver. Les vignobles ne sont pas corrélés entre eux, donc vous allez avoir une notation sur les grands vins qui peuvent être différents d'une zone à l'autre. C'est vrai aussi pour la vallée du Rhône, pour d'autres régions de France. Et quand on parle d'investissement dans le vin, on ne parle pas uniquement d'ailleurs de vins français, il y a aussi des grands vins étrangers qui font partie de cette catégorie-là, qui s'échangent énormément sur les marchés internationaux. Donc vous voyez, il y a une sorte de pondération, et c'est le rôle d'ailleurs d'acteurs comme Cavissima de proposer à leurs clients des vins de différentes origines qui peuvent se compléter avec sur des millésimes très qualitatifs, très demandés. Voilà, donc c'est une question d'équilibre. Mais effectivement, vous avez raison. Sur un même millésime, vous pouvez avoir des différences assez fortes d'une région à l'autre. Et alors, une question sur cette année 2022, Daniel Immacolato. Alors, effectivement, elle n'a commencé que depuis 5 mois. Vous nous disiez qu'il était encore déjà compliqué en 2022 d'avoir un recul suffisant sur l'année 2021. Mais si je reprends le sujet météo, est-ce que lorsqu'on voit, lorsqu'on regarde la météo autour des vignobles, on est capable d'anticiper si on va être sur une bonne année, enfin, ou une tendance plutôt bonne pour le vin en question, ou c'est trop tôt et en fait ça ne se fait qu'au moment où on goûte le vin? Oui, c'est très très tôt. Il peut se passer beaucoup de choses. Et il va se passer beaucoup de choses. Donc, il faut attendre la fleur déjà. Donc, vous savez, quand on parle de gel au mois d'avril, on parle éventuellement d'impact sur la récolte future en termes de volume. Mais après, il faut voir les conditions de la fleur. Donc, c'est selon les cépages, donc entre mai et juin, puis les conditions pendant l'été de maturation. Et pour arriver à une maturité optimum sur les différents cépages dans les différentes régions. Donc, c'est très tôt et ça se joue jusqu'au bout. Vous voyez, pour vous prendre l'exemple de Bordeaux que je mentionnais tout à l'heure, Bordeaux, par exemple, vous avez des cabernets qui ont mûri très très tard cette année. Et ceux qui ont eu la patience d'attendre en octobre ont eu des maturités très qualitatives. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des vins avec des profils assez différents, et certains très qualitatifs sur 2021 et d'autres qui s'en seront sortis un petit peu moins bien parce que avec des équilibres moins intéressants. Donc ça se joue jusqu'au bout en fait, hein, jusqu'à la vendange, et le choix des vignerons joue jusqu'à la fin. Donc il est important effectivement de comprendre qu'un sujet de gel de certains pieds de vigne en mars ou en avril a un impact évidemment, mais tout n'est pas joué non plus à ce moment-là. Merci beaucoup Daniel Immacolato. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Cavissima, et comme nous parlons de vin, d'une boisson alcoolisée, on vous rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons nous poser la question de l'avenir de l'investissement immobilier dans un contexte où on peut identifier plusieurs sources d'inquiétude pour les investisseurs. La hausse des taux en ce qui concerne les crédits immobiliers dans un premier temps, mais aussi les considérations autour des DPE et des passoires énergétiques ou de la rénovation des passoires énergétiques, et ce dans un contexte où les matières premières peuvent être plus difficiles à trouver, où leur prix peut être plus élevé en lien avec l'inflation. Il y a évidemment le sujet de la hausse de la taxe foncière qui peut être un sujet d'inquiétude pour certains investisseurs qui regardent évidemment aussi là où les prix montent sur le sol français, mais également là où ils baissent, et ça arrive dans certains endroits, et notamment dans la capitale française, donc Paris. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans Smart Patrimoine 2 invités. Lionel Ducrozan, tout d'abord, qui est en duplex avec nous, chargé de développement immobilier chez Eternam, une filiale de Cyrus Conseil. Bonjour Lionel Ducrozan.
Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci d'être avec nous. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés sur cette émission, sur ce sujet, par Maëlle Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Alors on va commencer avec vous, Maëlle Bernier, peut-être le sujet qui est la plus grosse source d'inquiétude aujourd'hui des investisseurs dans l'immobilier, c'est la hausse des taux en matière de crédit immobilier. Alors il y a 6 mois, tout allait bien, j'ai envie de dire, on était sur une moyenne de 1%, et là on entend dire que on devrait être à 2% d'ici la fin de l'année en moyenne, donc avec des taux parfois au-dessus dans certains cas ou parfois en dessous dans d'autres cas. Vous constatez, vous, dans vos échanges avec vos partenaires bancaires, cette décision de remonter drastiquement les taux immobiliers ? Alors oui, ils sont en train de remonter, c'est très très net depuis début mars. Ça correspond un peu quand même avec le début de la guerre en Ukraine, mais Bien pas sûr. que, c'est pas la raison principale, mais pas que. Mais c'est vrai qu'on a des barèmes qui sont passés de 1% début janvier à aujourd'hui, je parle sur 20 ans en moyenne, à plutôt 1,45, 1,5. D'accord. Mais clairement, les banques ne pouvaient pas faire autrement. C'est-à-dire que les taux directeurs, les OAT sur lesquels sont basées la manière dont elles vont prêter ensuite, on est passé de taux négatifs à 1,40 hier. Donc clairement, elles ne pouvaient pas continuer à ce rythme-là. On a une inflation qui est quand même très nettement, qui reprend. Et c'est vrai que sur les projections, quand on attend la Banque Centrale Européenne, par la voix de Christine Lagarde, dire qu'il y aurait certainement une remontée des taux, enfin il y a probablement une remontée des taux Bien au mois de sûr, juillet-août, elle est normale cette remontée des taux pour la Banque Centrale Européenne, mais évidemment tout ça, ça va avoir un impact sur le coût de financement des banques et donc du crédit au final. Mais, parce qu'il faut quand même relativiser les choses, on s'est beaucoup habitué à ces taux à 1%. Effectivement, c'était exceptionnel, mais rappelons-le, en 2015, on avait des taux autour de 2,5% et on disait c'est formidable. Oui, Donc, alors voilà, en fait, c'est qu'on s'habitue et c'est normal à emprunter à des disons taux très, très bas. qu'effectivement, 2%, ça reste Très peu bas. élevé, mais ça reste 2 fois plus que 1%. Donc Ça reste 2 fois plus qu'1%, mais il faut aussi le remettre en perspective par rapport à l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui emprunte même à 1,5, avec une inflation à près de 5, dans les faits, il va rembourser plus vite. Donc en fait, quelqu'un qui s'endette aujourd'hui va s'enrichir en fait au final. Alors, sinon, c'est compliqué à se dire, bon, les taux augmentés, mais finalement, l'argent ne coûte pas vraiment plus cher à cause de l'inflation. Mais c'est la réalité. Est-ce qu'une hausse de taux comme celle-ci, donc là on est passé de 1 à 1,5 en moyenne, si je comprends bien, sur les 5 premiers mois de l'année, est-ce que c'est de nature à remettre en cause certains projets immobiliers ou, comme vous le dites, il faut prendre un peu de recul et se rendre compte que finalement l'argent ne coûte toujours pas cher, si je reprends cette expression qui date d'il y a quelques années? Alors, l'argent ne coûte toujours pas cher, c'est vrai, mais il faut aussi quand même constater que malheureusement, cette progression de 1 à 1,5, ce passage d'augmentation de taux, conduit à une éviction de certains profils. Il y a un effet mathématique. Vous ne devez pas dépasser 35% d'endettement. Bien sûr. Vous pouvez ne pas les dépasser à 1%, mais les dépasser à 1,5, vous vous retrouvez à 38, 39. Donc pour ceux qui empruntaient au maximum de leur capacité d'emprunt sur des projets très élevés. C'était quand même un peu le cas, parce qu'en plus, c'est vrai que c'était plutôt conseillé de le faire. Évidemment, ceux-là peuvent se retrouver coincés. Et sur le sujet qui nous intéresse, en l'occurrence les investisseurs locatifs, bien souvent, ils ont également un crédit sur leur résidence principale à côté, notamment les petits investisseurs locatifs. Oui, donc on ne peut pas cumuler. Et il y a un espèce de cumul. Et comme on a le Haut Comité, le HCSF a demandé aux banques d'être extrêmement vigilantes, pour ne pas dire totalement drastiques, sur cette règle de 35%, on a en parallèle, en plus, des dossiers qui sont boulés, pour être très clair, alors qu'ils pourraient passer parce qu'ils dépassent les 35% d'endettement. Et c'est vrai sur les petits investisseurs. D'accord, donc finalement, pour ceux qui veulent investir sans avoir les plus hauts salaires, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça, en fait. C'est le salaire et ou peu ou pas d'épargne. Parce qu'en fait, si vous avez les moyens d'adosser votre prêt immobilier avec un crédit in fine, avec quelque chose que l'argent vous avez placé ailleurs, évidemment qu'on va vous financer. Il y a une espèce de forme d'injustice. C'est plutôt pour ceux qui voudraient mettre un pied dans la propriété en achetant un complément de revenu pour la retraite, par exemple, et qui aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'il y a 2 ou 3 ans, et même pendant le Covid. Alors, autre source d'inquiétude en matière d'investissement immobilier qu'on va traiter avec vous, Lionel Ducrozan, c'est ce sujet des passoires énergétiques, de la rénovation énergétique de son bien, en lien du coup avec la réforme du DPE. Alors, on entend tous les professionnels de l'immobilier dire que ce soit sur les plateaux télé ou en off, que
c'est pas tenable. Pour autant, quand on entend Emmanuel Macron au débat du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron qui a été élu depuis, quand on lui parle des engagements écologiques de son prochain gouvernement, la rénovation des logements est la première chose qui est mise en avant. Là, on peut se dire, bon, globalement, cette réforme des DPE a de beaux jours devant elle, mais alors quand on est investisseur immobilier, qu'on a acheté un appartement ou une maison qui est noté F ou G, est-ce que ça devient un sujet d'inquiétude supplémentaire? Et question dans l'autre sens, est-ce que ça peut venir remettre en cause des investissements immobiliers, Lionel Ducrozan? Alors, je crois il faut rester très humble sur cette période mouvementée que nous traversons. Je vais répondre un petit peu en creux en fait à votre question pour expliquer à nos auditeurs qu'on a aujourd'hui des forces contraires qui tirent les prix de l'immobilier vers le haut, comme effectivement les réformes de ces énergétiques, environnementales, qui renchérissent évidemment le coût de la construction, et puis également des forces qui tirent les prix à la baisse. On a des facteurs de hausse, comme vous l'avez dit, l'énergie, les matières premières, effectivement, font grimper les coûts de construction, de rénovation, de manière un peu moins conjoncturelle et plus structurelle, plus fondamentale. Je pense qu'il y a deux éléments qui tirent les prix à la hausse. Pour ce qui concerne le marché résidentiel, on a un marché en pénurie. En France, on a une offre qui est bien inférieure à la demande. Et deuxièmement, effectivement, le durcissement de ces normes énergétiques et environnementales qui renchérit donc le coût de construction et donc le prix de l'immobilier, là qu'il soit résidentiel ou tertiaire, puisque les normes énergétiques concernent non seulement les appartements, mais également les bureaux, les commerces, etc. Et alors, Ensuite, dans le résidentiel, Lionel Ducrozan, dans le résidentiel, pour le coup, on a un calendrier d'interdiction de location qui va arriver progressivement. Est-ce que ça, c'est de nature à remettre en cause des projets? Est-ce qu'il faut avoir un peu plus les moyens qu'avant quand on veut acquérir une résidence pour la mettre en location parce qu'il faut financer cette rénovation? Qu'est-ce que vous voyez dans les échanges que vous avez avec des investisseurs immobiliers? Oui, alors vous avez raison. Effectivement, l'approche de l'investissement immobilier est un petit peu différent aujourd'hui compte tenu des travaux nécessaires à la remise en état ou à la construction sur ces nouvelles normes. En gros, on a toujours eu tendance à penser que le neuf était très cher par rapport à l'ancien. Je crois que le paradigme va s'inverser un peu et l'ancien va devenir extrêmement coûteux, justement à cause de ces remises aux normes nécessaires ou à cause tout simplement de la sortie de certains biens du marché parce que justement plus aux normes. Donc je crois qu'il va falloir s'habituer à des plans de financement un peu différents, des plans de rénovation un peu différents, des contraintes beaucoup plus lourdes alors, tout ça va beaucoup varier et faire varier l'attitude des investisseurs en fonction de ce que fera la courbe en fait des prix. Donc, je termine juste mon raisonnement sur ces forces contraires qui tirent les prix. Donc, vers le haut, on l'a compris. Il y a des facteurs de pondération des prix en France, les boucliers contre l'inflation, notamment d'Emmanuel Macron. On peut aussi penser au plafonnement des loyers dans certaines métropoles. Ce n'est pas forcément grand-chose, mais en tout cas, ça limite la flambée des prix. Et puis, vous l'avez évoqué, on a un facteur de baisse qui est puissant, mine de rien, c'est la hausse des taux des banques centrales. Alors bon, on peut expliquer rapidement pourquoi la hausse des taux des banques centrales peut faire baisser, en tout cas à court terme, les prix de l'immobilier. C'est tout simple, hein, c'est parce que cette hausse entraîne une meilleure rémunération de ce qu'on appelle l'argent sans risque, c'est-à-dire l'argent auquel, le taux auquel je peux placer mon argent sans prendre de risque. On reviendra peut-être sur cette notion de risque. Donc incite l'investisseur à exiger du coup un meilleur rendement de son immobilier, puisque lui, du coup, prend un certain niveau de risque, alors que les loyers n'ont pas encore augmenté, puisqu'ils n'ont pas encore été impactés par l'inflation. Donc, pour un même loyer, si je veux un meilleur rendement, il me faut un prix plus faible. Donc, on voit bien, même s'il faut rester très humble, parce qu'on est dans un changement de cycle, hein,
que dans cette période instable, ces forces peuvent provoquer des baisses de prix, et vous l'avez dit déjà, et vous avez raison, c'est ce qu'on constate parfois sur des actifs moins qualitatifs, situés dans des zones moins attractives que les cœurs de ville. Aujourd'hui, les centres-villes ne souffrent pas encore, mais les premières, voire les deuxièmes couronnes commencent à souffrir, et dans le bureau notamment. Alors, après la crise du Covid, renforcée par cette inflation, effectivement, on a des prix sur ces deuxièmes couronnes qui sont en train de baisser. Alors, ça, c'est le court terme. Moi, je voudrais rassurer quand même nos auditeurs sur le moyen terme, parce que, et Maëlle l'a dit, sur le moyen terme et sur le long terme, l'indexation des loyers sur l'inflation par le jeu des indices, elle donne aux propriétaires une vraie protection contre l'inflation, un rempart. Tous les plus de 50 ans connaissent cet adage qui veut que l'immobilier soit un rempart contre l'inflation. Et vous l'avez évoqué, et Maëlle l'a également évoqué, le deuxième avantage de l'immobilier, c'est la dette. Un endettement. On va revenir, Lionel Ducrozan, sur le DPE avec Maëlle Bernier, justement en lien avec la dette qu'on peut avoir vis-à-vis d'une banque. Est-ce que, Maëlle Bernier, donc il y a ce sujet coût quand on achète une passoire énergétique, le coût des travaux, qui peut qui peut augmenter en lien avec l'inflation. Est-ce que demain, on peut voir des dossiers, imaginons, refusés par la banque parce que on aura les moyens d'acheter la résidence, mais on n'aura pas les moyens d'effectuer la rénovation C'est pas demain. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, alors il y a les FDG, voilà, mais effectivement, on sait très bien que qui dit rénovation énergétique, on peut que s'en féliciter d'ailleurs, mais il va falloir mettre effectivement des euros sur notre trébuchant. On considère qu'il faut 1 000 euros par mètre carré. Donc, pour être très clair, si vous achetez un bien de 50 mètres carrés qui a toutes les fenêtres à refaire parce que c'est effectivement une passoire, il va falloir compter, alors peut-être pas 1 000 euros du mètre carré, mais on va falloir quand même compter un petit budget en plus autour de 20 000 parce qu'il va falloir refaire ses fenêtres. C'est tout. Donc là, la banque, elle va l'avoir en tête. C'est aussi pour ça que les acheteurs, d'ailleurs, quand passoire énergétique il y a, font aussi la décote. C'est-à-dire que le marché se régule quand même assez, finalement, assez bien. Oui, le vendeur, ça devient un argument de négociation. Voilà, ça devient un argument de négociation. Changer, effectivement, de trouver des travaux. Moi, c'est plus le délai qui m'inquiète un peu parce que qui a essayé de faire des travaux aujourd'hui sait à quel point c'est compliqué de trouver des artisans, bien sûr, des partenaires. Des partenaires. On a des pénuries sur des matières premières. Donc, on peut décider effectivement en toute bonne foi de dire je vais changer les fenêtres, je vais remettre ma chaudière. Mais il y a des délais. Donc, il faut avoir conscience de ça. Je pense qu'on ne peut que se féliciter de cette rénovation énergétique. Mais il faut laisser un peu de temps aux propriétaires. Et c'est vrai que les investisseurs en tant que tels, les petits investisseurs, parce qu'encore une fois, c'est pas les plus gros, c'est pas ceux qui ont les plus gros patrimoines pour qui ça va être problématique, parce que ces gens-là, en général, ils ont un peu de réserve. Bien sûr. Oui. C'est le petit investisseur qui va voir sa taxe foncière flamber à 2 chiffres au mois de septembre, qui va faire ensuite on va lui dire il faut rénover ton appart, et puis en plus sinon tu pourras plus le mettre à la location. Donc, et ton crédit va coûter plus cher. Et ton crédit va coûter plus cher. Alors évidemment, ça peut être compliqué, mais n'oublions pas quand même que toutes les personnes auxquelles aujourd'hui on va refuser des crédits pour acheter leur résidence principale, il va bien falloir qu'ils se logent. Bien sûr. Il va bien falloir qu'ils vont rester locataires. Bien sûr. Donc si on diminue drastiquement l'offre locative pour des raisons énergétiques, je veux bien, mais avoir un logement très bien, oui, il y a un problème dans isolé, c'est bien, mais il faut aussi avoir un logement tout court. Donc voilà, il y a une espèce de variation. On va voir, effectivement, Emmanuel Macron a maintenu ses propos. Maintenant, on va voir dans la réalité du terrain comment ça va se passer dans les 5 années. Je pense que ça va être un peu plus mesuré. Merci beaucoup, Maëlle Bernier. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Meilleur Taux. Merci Lionel Ducrozan, chargé de développement immobilier chez Eternam. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.